bien, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire de lancement de l'appel à projet sur les services, interventions et politiques favorables à la santé euh, de l'IRESP, financé par l'assurance maladie, l'INSERM, le ministère de la Santé et Santé publique France. Voilà, je m'appelle Alice Brahms et je suis chargée de mission à l'IRESP sur le pôle CIP. Donc peut-être avant de commencer, voilà, je vous explique rapidement le déroulé du webinaire. Donc, vous en avez déjà peut-être pris connaissance. Dans un premier temps, on va vous présenter l'appel à projet, donc pendant 1h30 à peu près environ. Le texte, les axes, le champ d'application. On répondra aussi à vos questions. Donc, je vous remercie de bien vouloir poser vos questions dans le Q&A et pas dans le chat. Le chat, c'est plutôt si vous avez des soucis techniques. Et puis, nous, on répertorie les questions et on les posera une à une pendant le temps voulu. Vous avez la possibilité de voter sur les questions qui vous semblent le plus pertinentes. Donc, elles nous seront remontées et on pourra les voir plus facilement et les traiter en priorité. Ensuite, on aura une présentation du partenariat Transforming Health and Care Systems. Et dans un second temps, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on est sur cette plateforme et pas sur Teams ou Zoom, une autre plateforme. On vous propose un temps d'échange autour des axes de l'appel à projet, autour de tables virtuelles. Donc, vous aurez le temps ensuite de 15h30 à 17h environ d'échanger avec les participants au webinaire qui pourront, on l'espère, être peut-être vos futurs partenaires, vos futurs associés sur des projets que vous pourrez éventuellement déposer. Voilà, donc rapidement, les détails techniques, comme je vous l'ai annoncé, cette session est enregistrée. Donc, on mettra en place en ligne un replay une fois qu'il sera disponible, donc dans les prochains jours, peut-être des semaines prochaines. Pour l'instant, vous n'avez pas accès à votre caméra ni vos micros, mais vous pouvez donc poser vos questions dans le Q&A et voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Je vais passer maintenant la main à Marion Cipriano, qui est directrice scientifique adjointe de l'IRESP, pour vous parler de l'Institut et de l'appel à projet de façon générale. Marion, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Alice. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous dire quelques mots sur l'IRESP parce qu'il me semble que pour pouvoir bien comprendre cet appel à projet, services, interventions et politiques favorables à la santé et puis comprendre un peu sa philosophie, il est important aussi de comprendre ce qu'est l'IRESP. Donc c'est l'Institut pour la recherche en santé publique. Donc c'est un groupement d'intérêt scientifique qui associe divers membres. Vous pouvez voir sur le schéma, on a à la fois des directions des ministères, ministère de la Santé et de la Prévention, ministère de la Recherche et de l'Enseignement. On a également des agences de santé comme l'INCa, Santé publique France. On a aussi des caisses comme la CNAM et la CNSA pour l'autonomie. Et puis enfin, on a des organismes de recherche. Et donc, plusieurs de ces membres, alors les organismes de recherche, je vais quand même les citer, on a l'INSERM qui héberge aussi l'IRESP et on a aussi le CNRS, l'INED et l'IRD. Donc, parmi ces membres, il y en a plusieurs d'entre eux qui financent cet appel et qui interviendront aujourd'hui aussi pour exprimer un peu leurs besoins en production de connaissances. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Et donc, comme vous le voyez, l'IRESP a la particularité d'être un espace d'interface et de dialogue entre ces différents membres. Et c'est également un espace de mutualisation de moyens pour aller vers un objectif commun qui est celui de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique en articulation avec les différents acteurs qui interviennent dans le champ. Donc, bien sûr, les membres de l'IRESP, mais aussi tout ce qui est professionnel de santé, du médico-social, du social, aussi plus largement les personnes concernées par des pathologies et leurs proches, et puis on peut aller même jusqu'à la société civile. Et donc tout ça, in fine, pour pouvoir renforcer des interventions et des politiques qui visent à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population. Donc là, on retrouve déjà diverses caractéristiques de l'appel qui nous intéresse aujourd'hui. Slide suivante, s'il te plaît, Alice. Merci beaucoup.
Donc sur l'autre aspect que je voulais mettre en avant est que, alors nous ne sommes pas qu'un gestionnaire d'appels, mais aussi tout en amont des appels à projets, nous réalisons tout un travail d'identification des besoins de production de connaissances avec les membres et les financeurs des appels, mais aussi avec d'autres acteurs, toujours dans cette logique de dialogue et de mutualisation. Ensuite, nous gérons les appels à projets pour pouvoir sélectionner des projets qui répondent à ces enjeux et qui sont solides scientifiquement, réalistes également. Et donc, les projets que nous finançons, ensuite, nous les suivons jusqu'à la diffusion de leurs résultats avec un enjeu qui est de faciliter cette diffusion vers les personnes qui pourraient se saisir de ces résultats, ce via des supports, différents types de supports, également des espaces d'échange. En termes de thématiques, j'indique aussi que nous avons d'autres appels à projets que celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons plusieurs appels à projets sur le champ de la perte d'autonomie, donc l'accompagnement de la perte d'autonomie, qu'elle soit liée au vieillissement ou à une situation de handicap. Sur ces programmes, les appels à projets seront lancés en février avec une nouveauté cette année, un appel à subvention doctorale. Et puis, on soutient aussi de nombreux projets dans le champ des addictions, avec un appel à projet très large qui couvre l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux addictions et qui sera lancé en novembre et coporté avec l'INCa, l'Institut national du cancer. Dans les lignes directrices fortes qui unissent les différents membres de l'IRESP, il y a bien sûr l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Il y a également la recherche interventionnelle en santé des populations. Donc ça, on y reviendra aussi dans le détail de l'appel. Il y a l'association des différentes parties prenantes. Et puis enfin, le lien recherche-action-décision que j'ai déjà mentionné. Slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, sur l'appel à projet, services, interventions et politiques favorables à la santé, je voulais vous dire qu'on est sur un appel assez historique pour l'IRESP et qui est récurrent annuellement. Alors, c'est un appel qui a pris des formes assez différentes selon les périodes, qui a aussi évolué, mais qui est lancé sous cette même dénomination depuis 3 ans maintenant, la 3e année. Alors, cette année, il est financé par la CNAM, par l'INSERM, par le ministère de la Santé et de la Prévention et par Santé publique France. Et puis, je souligne que par rapport aux années précédentes, cette année, il bénéficie d'une augmentation importante de moyens de la part de l'INSERM. Alors, nous y reviendrons ensuite à l'intervention d'Arnaud de Guerra, mais avec une spécificité que cette augmentation de moyens, elle concerne seulement l'axe numéro 1, et ce, pour un certain type de projet qui associe des équipes académiques avec des offreurs de soins. Donc, on reviendra un peu plus dans les détails sur cette spécificité. Alors sinon, c'est un appel qui s'inscrit pleinement dans l'ADN de l'IRESP que je viens de présenter, donc notamment dans son objectif principal qui est de la production de connaissances, mais des connaissances qui sont résolument tournées vers l'éclairage des politiques publiques et la prise de décision fondée sur des preuves ou sur des données probantes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les partenariats avec des offreurs de soins sont encouragés, mais aussi avec plein d'autres partenaires, qui sont acteurs de la prévention, les usagers des services, des associations de patients ou autres. Il s'agit aussi d'un appel qui cherche à soutenir la pluridisciplinarité, donc dans le sens fort du terme, c'est-à-dire avec vraiment une co-construction du projet entre les équipes et disciplines différentes, et puis une articulation aussi entre différents types de méthodes. C'est aussi un appel qui veut soutenir la recherche interventionnelle en santé des populations. Donc, recherche interventionnelle, là, ce n'est pas au sens de la loi Jardé, mais c'est vraiment au sens de travaux sur des interventions en vie réelle qui s'adressent à des populations, que ce soit au sein de services de santé ou en dehors de ces services. Et puis, j'attire votre attention sur un point de vigilance qui est transversal à tous les axes de l'appel, qui concerne les inégalités sociales de santé. Du fait d'un constat récurrent avec les comités scientifiques toutes les dernières années, que ces inégalités, elles ne sont pas assez prises en compte. Pas assez prises en compte à différents niveaux, que ce soit dans le choix des populations qui vont être incluses dans une étude, dans les publics ciblés par une intervention, que ce soit dans les critères d'analyse de l'impact d'une intervention. Donc,
c'est un point de vigilance à bien aborder, à bien prendre en compte dans les projets, même si le projet ne visera pas forcément à réduire ces inégalités. Pour plus de détails sur cet appel, je vais repasser la main à Alice et puis j'en profite aussi pour la remercier beaucoup pour tout le travail qu'elle a fait sur cet appel et aussi pour que ce séminaire ait lieu. Et puis également merci à Caroline qui l'accompagne sur ce projet. Merci beaucoup Marion pour cette présentation. Donc effectivement, maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les champs thématiques de l'appel. Donc cette année, il y en a 3 avec 2 grands axes thématiques et un axe spécifique qui est nouveau cette année. Donc un premier axe sur les préventions primaires et promotion de la santé, un deuxième axe thématique sur les organisations, la coordination, les structurations des services de santé, et le troisième axe spécifique sur prévention de l'antibiorésistance et des infections associées aux soins. Pour rappel, et comme pour chaque appel à projet de l'IRESP, les projets doivent s'inscrire exclusivement dans les thématiques spécifiées dans chacun des axes. Je vais passer maintenant plus en détail chaque axe. Alors, 2 cas de figure se présentent aux candidats pour l'axe 1. Le premier cas de figure, en lien avec le financement supplémentaire de l'INSERM qu'a évoqué Marion, si des équipes académiques et offreurs de soins s'associent au projet, alors tout projet de recherche interventionnelle en prévention et promotion de la santé est éligible. Donc, on rappelle que la définition donnée pour offreur de soins correspond aux professions médicales et pharmaceutiques, aux auxiliaires médicaux, aux établissements de santé, aux réseaux de santé pluridisciplinaires et aux structures de prévention. Le deuxième cas de figure, c'est s'il n'y a pas d'association entre équipes académiques et offreurs de soins. Et dans ce cas, les projets seront attendus uniquement sur 4 thématiques plus précises. Donc la première qui inclut les interventions agissant sur les environnements favorables à la santé, que ce soit dans leur dimension sociale et relationnelle, organisationnelle et structurelle, ou liées à l'environnement physique et chimique. Donc pour vous donner un exemple, l'année dernière, il y a un projet qui a été financé, celui de Madame Régnier-Denoy. Vous pourrez d'ailleurs consulter les projets qui ont été financés l'année dernière sur le site de l'IRESP, sur l'onglet de l'appel à projet 2021. Donc ce projet de Madame Régnier-Denoy était une recherche interventionnelle développement des environnements favorables à la santé entourant des élèves des écoles primaires. Donc, voilà un exemple. Le deuxième sous-axe porte sur les interventions visant à promouvoir la santé mentale en agissant sur les déterminants ou à prévenir l'apparition des troubles psychiques. Troisième sous-axe, les interventions de promotion de la santé et de prévention primaire intégrant le sommeil dans les déterminants d'une bonne santé globale et agissant sur le contrôle de la dette du sommeil. Et quatrième point qui a été rajouté cette année, qui n'était pas dans l'appel de l'année dernière, qui concerne les interventions de promotion de la santé et de prévention primaire portant sur l'alimentation et l'activité physique. Donc ici encore, quand on parle de recherche interventionnelle, c'est les recherches sur les interventions au sens large, c'est-à-dire qui peuvent être en amont et viser à préparer une intervention, qui peuvent aussi viser à mieux comprendre ces mécanismes et pas seulement les projets qui concernent la construction d'une intervention et son évaluation. Si vous avez des questions, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A. Deuxième axe, l'appel soutient les recherches sur les innovations organisationnelles et les nouvelles formes de coordination et structuration des services de santé, notamment sur le développement des structures pluriprofessionnelles en santé, donc avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles territoriales de santé, et ainsi que sur les nouvelles formes de coopération territoriale. Donc, on parle de contrats locaux de santé, de réseaux de ville santé et autres. Les projets dans l'axe 2 devront porter exclusivement sur les besoins qui émergent en termes de nouvelles compétences, de nouvelles fonctions et de nouveaux métiers associés. Par exemple, infirmière de coordination, médiateur en santé, ainsi que des formations des professionnels ou des projets qui porteront sur la caractérisation de nouvelles structurations existantes et leur évaluation.
Par exemple, donc l'année dernière, un projet a été financé, celui de Monsieur Jules et de son équipe, qui portait sur les reconfigurations des collaborations pluriprofessionnelles dans les nouveaux services de prévention et de santé au travail. Alors ici, petite remarque, ces projets qui correspondent à l'axe 2 entrent aussi dans le périmètre du programme de recherche sur la performance des systèmes de soins, le PREPS, et donc les porteurs rattachés à un établissement, une institution offreur de soins, sont invités aussi à regarder donc, l'appel du PREPS, et dans tous les cas, une coordination sera faite entre les deux appels, entre celui-ci et celui du PREPS. Troisième axe, donc l'axe spécifique cette année portant sur la prévention de l'antibiorésistance, en lien avec l'action 35 de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine, et en complémentarité avec le PPR, le programme prioritaire de recherche antibiorésistance. Cet axe vise à soutenir des projets tant en matière de prévention et de contrôle des infections, en ciblant celles associées aux soins et le bon usage des antibiotiques. Donc, deux approches plus précisément sur cet axe, sur les recherches en soins primaires et en EHPAD, avec et pour les acteurs de la ville. Et deuxième approche, qui sont des recherches, études interventionnelles en santé publique pour le bon usage des antibiotiques, la prévention et le contrôle des infections. Donc, cet axe, il est en lien avec différentes actions de l'IRESP. Je vous mets dans le chat général le lien vers le dernier numéro de la revue de l'IRESP, Questions en santé publique, qui portait sur l'antibiorésistance. Je vous invite à aller le lire. Je vais préciser maintenant un peu plus les formes de collaboration qui sont encouragées. Elles ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandées. Et si vous retenez des formes de collaboration, elles devront être clairement présentées dans votre dossier de candidature. On a ajouté à cet effet un encart pour que vous puissiez bien détailler. Donc, premièrement, les formes de collaboration pluridisciplinaires ou interdisciplinaires. Même si ceci n'est pas indispensable, une attention importante sera portée au fait qu'un projet associe de manière pertinente les disciplines requises par les objectifs annoncés. Donc, le jury sera attentif à ce qu'il ne s'agisse pas d'une simple juxtaposition d'approches disciplinaires, mais qu'il y ait vraiment une construction commune et une articulation entre les disciplines de chaque personne et de chaque équipe impliquée dans le projet. Vraiment, on l'a vu sur l'appel à projet de l'année dernière, dans lequel la pluridisciplinarité était déjà fortement encouragée. Une attention vraiment particulière est portée par le CSE sur la complémentarité des disciplines dans les équipes. Deuxième forme de collaboration, donc les projets dits collaboratifs. Comme mentionné précédemment, sont privilégiés les projets associant des équipes académiques avec des offreurs de soins, donc surtout dans l'axe 1. Et ensuite, ceux qui associent des équipes académiques avec d'autres acteurs de la santé, du médico-social, de l'éducation, voire des responsables de l'élaboration ou de la mise en œuvre de politiques et de programmes de santé. Donc ça, c'est assez nouveau. Et enfin, une forme de collaboration qui est les recherches participatives. Donc ici, les recherches participatives sont vues comme une démarche qui repose sur un principe de reconnaissance mutuelle des expertises propres entre les chercheurs académiques et les parties prenantes, et seront particulièrement appréciés les projets qui démontrent une co-construction, une vraie co-construction entre les chercheurs et les acteurs de terrain. Ici également, donc, je vous invite à consulter, si vous souhaitez, le replay d'un événement qui a été réalisé par l'IRESP en mars 2022. Certains d'entre vous, je le vois dans les participants, ont participé à ce colloque. Il y a
donc un replay qui est disponible, mais aussi d'autres ressources qui pourraient vous intéresser. Je vais vous présenter maintenant les critères d'exclusion à l'appel à projet. Donc, tous les projets qui concernent les addictions, qui concernent l'accompagnement de la perte d'autonomie liée à une situation de handicap ou de vieillissement sont exclus des projets, et on vous invite fortement à consulter les appels à projets sur ces thématiques-là portées par l'IRESP. Ensuite seront aussi exclus les projets concernant la prévention et la prise en charge du cancer. Ici, on vous réorientera vers les appels gérés par l'INCa. Également, les projets concernant les infections par le VIH-Sida, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes. Également, on vous réorientera vers l'appel à projet de la NRSMIE. Également, les projets concernant la recherche clinique translationnelle, avec les infirmières, le paramédical et médico-économique, qui sont éligibles au PHRC, au PRT, au PRME et au PHRIP. On vous redirige également vers ces programmes-là. Et enfin, de manière générale, les programmes qui sont menés en totalité à l'étranger ou qui n'entraînent pas de retombées sur la santé publique en France ne seront pas éligibles scientifiquement à l'évaluation. Ici aussi, donc, je vous rappelle qu'une coordination sera faite entre cet appel-là et le PREPS sur l'axe 2. Un petit mot maintenant sur les modalités de soutien. Donc, ici également, nous avons enrichi l'appel. L'année dernière, nous n'avions que 2 modalités de soutien. On en a mis une 3e en place cette année, qui est la mise en place d'un projet européen. Donc, pour rappel, les projets devront s'inscrire dans les modalités de soutien proposées en respectant les montants et les durées maximum, comme indiqué sur cette slide et dans le texte de l'appel. Attention, donc les dépassements de budget et de durée pourront, à titre exceptionnel, être accordés pour des projets de recherche interventionnelle seulement, intégrant une démarche de recherche collaborative associant équipe académique et offreurs de soins dans l'axe 1. Sans surprise, tout dépassement budgétaire devra être détaillé et justifié dans le projet, dans l'annexe budgétaire. Pour information, donc, la durée maximum d'un projet ne pourra excéder 48 mois. Petit zoom sur les projets de recherche pilote. Pour rappel, c'est une étude préliminaire à petite échelle menée afin de déterminer la faisabilité, le temps, le coût, les risques et dont l'objectif est d'améliorer la conception de l'étude avant de mener un projet similaire à une plus grande échelle. Si on l'évoque aujourd'hui, on essaye d'être le plus précis possible sur cette modalité-là. Car l'année dernière, cette modalité de soutien n'avait pas été bien comprise, et on vous invite vraiment à bien relire le texte de l'appel pour voir si vos projets sont de réels projets de recherche pilote ou s'ils se situent vraiment trop en amont. Ces projets pilotes pourront également être destinés à accompagner des coopérations interdisciplinaires et interétablissements entre chercheurs et autres acteurs en vue de structurer des projets de recherche communs. Donc un budget maximum de 100 000 € et une durée maximum de 18 mois. Les projets de recherche complets sont des projets de recherche avancés dans leur conception, s'appuyant sur une démarche méthodologique maîtrisée des collaborations abouties. Donc ici, un budget maximum de 250 000 €, plus avec un dépassement autorisé de budget avec un détail, et une durée maximum soit de 36 mois, soit de 48 mois, comme je l'ai dit précédemment, s'il inclut de la recherche interventionnelle. Et la mise en place d'un projet européen, c'est une aide financière, une nouvelle modalité ajoutée cette année, qui apportera un soutien en termes de préparation, de développement de réseaux européens ou d'insertion au sein d'un réseau, de complément d'expertise dans les disciplines connexes, d'assistance à la rédaction de projets, et donc dans l'objectif de déposer ultérieurement un projet coordonné par une équipe française
dans le cadre par exemple, d'Horizon Europe ou d'un autre projet européen tel que le partenariat Transforming Health and Care Systems, qui nous sera présenté plus ultérieurement par Diane Tassi quand j'aurai terminé la présentation. Donc avec un budget maximum de 50 000 €, une durée maximum de 12 mois. Rapidement, je vous présente le processus d'évaluation de l'appel cette année. Ici aussi, donc, une particularité de l'appel, c'est-à-dire que, comme pour tous les appels, une éligibilité administrative à l'issue de la clôture des candidatures. Je reviendrai dans la slide suivante sur le calendrier. Je vous remercie sur l'éligibilité administrative de vraiment suivre les règles du guide du candidat que vous trouverez sur le site de l'IRESP. J'ai mis le lien dans le chat. Avec notamment un focus sur le statut du porteur. Et il est arrivé plusieurs fois que des projets, malheureusement, n'ont pas été éligibles administrativement à cause de soucis de non-respect des règles de ce guide. Ensuite, une éligibilité scientifique, donc on appelle ça un CSE champ hors champ. C'est un comité scientifique d'évaluation restreint qui évaluera si les projets entrent dans le champ de l'appel ou non. Pour rappel, donc, il faut que vos projets s'inscrivent exclusivement dans les thématiques spécifiées. Et une chose aussi également importante, c'est que l'articulation entre la problématique posée et les thématiques présentées dans l'appel doit être explicitement énoncée. Donc, il y a un encart aussi à cet effet dans le dossier de candidature. Et le CSE, il portera attention surtout donc à ce moment-là pour l'éligibilité scientifique. Tous les projets ensuite qui sont éligibles scientifiquement sont évalués par un comité scientifique d'évaluation qui évalue l'acceptabilité sur le plan scientifique d'un projet de recherche relevant de sa compétence et s'assure de sa faisabilité. Petite parenthèse, le CSE donc, veille à la confidentialité et à l'indépendance des évaluations. On est très vigilant à l'IRESP sur les conflits d'intérêts concernant les évaluations. Tous les projets donc, sont évalués par un CSE, qu'ils soient pilotes complets ou des projets pour une mise en place de projets européens. Les projets complets ont en plus de l'évaluation par le CSE, une évaluation qu'on appelle une expertise externe au CSE, c'est-à-dire qu'on va solliciter des experts extérieurs sur les thématiques précises de votre projet et on va solliciter donc ces expertises en amont de l'évaluation du CSE pour que l'évaluation soit plus précise et plus juste. L'évaluation a lieu sur 3 mois à peu près, 3-4 mois, avec une réunion finale qui aura lieu probablement en mai, et on espère avoir une publication des résultats en juillet. Donc rapidement maintenant, le calendrier. Donc on va ouvrir la plateforme aux candidatures demain matin à 10 h environ. Les candidatures devront être déposées sur la plateforme EVA3. Ici aussi, vous trouverez tous les liens, les renseignements, les dossiers de candidature, le guide du candidat sur le site internet de l'IRESP, la page de l'appel. La date limite de soumission des dossiers est établie au 12 décembre 2022 à 17 h. Donc, si vous avez des questions avant cette date, que ce soit sur la plateforme, sur le champ de l'appel, sur une éligibilité administrative, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse générique de l'appel, que vous trouverez également dans le chat. Voilà, donc avec une publication des résultats vers juillet 2023. J'ai terminé ma présentation sur l'appel. Maintenant, je vais laisser la parole aux financeurs qui vont vous présenter leurs priorités et leurs relations, leurs priorités sur l'appel. Et on répondra ensuite à vos questions que vous avez posées donc, dans le Q&A. Vous pouvez toujours poser vos questions tout au long de la présentation.
Voilà, je vais passer la parole à Arnaud Deguerra, directeur adjoint de l'Institut thématique Santé publique. Merci Alice. Bonjour à tous. Bonjour à tous, monsieur. J'ai l'honneur d'être le premier financeur, entre guillemets, à ouvrir ce webinaire. Donc, à ma connaissance, qui est le premier de l'histoire. Donc, encore une très bonne initiative de l'IRESP. J'espère que vous allez tous en profiter. Pour commencer, donc moi, effectivement, je suis directeur adjoint de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM, qui est en fait l'institut thématique qui évidemment est directement intéressé dans les thématiques de cet appel à projet et d'une façon générale dans les thématiques de l'IRESP. Je voudrais juste dire un mot parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Marion l'a présenté tout à l'heure. Je voudrais préciser que INSERM et IRESP, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes pour certains, ça n'est pas la même chose, pas du tout. L'INSERM est un membre du GIS-IRESP. Il se trouve également que l'INSERM, comme a dit Marion, donc abrite ou alors l'IRESP s'adosse à certaines structures administratives de l'INSERM, mais vraiment, j'insiste sur le fait que l'INSERM est un membre de l'IRESP. C'est un organisme de recherche, comme tout le monde sait. C'est important aussi de comprendre, et c'est important pour nous, de comprendre qu'on est plusieurs organismes de recherche à être membres, et j'y reviendrai, cette pluridisciplinarité également de financeurs et de membres, pour moi, pour nous, c'est très, 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 très important. Alors, comme on vous l'a dit, nous, l'INSERM, on finance dans cet appel à projet CIP l'axe principal de prévention et de recherche interventionnelle. C'est un secteur qui, à notre sentiment, est quand même insuffisamment financé actuellement. Donc, la PCIP est extrêmement bienvenue dans ce paysage. En attendant, c'est peut-être un petit clin d'œil à nos amis des ministères, en attendant peut-être un jour un programme national de recherche en santé publique qu'on évoque de temps en temps, mais pour l'instant qui ne vient pas. Notre but à l'Institut de santé publique, à INSERM d'une façon générale, c'est de structurer des communautés de recherche. Donc ici, on parle principalement de la communauté de recherche en santé publique et en recherche interventionnelle, qui est très importante pour nous, et d'obtenir donc un haut niveau d'organisation et bien sûr un haut niveau scientifique. Le but, et là-dessus, ça se confond avec les buts qu'a présenté Marion, c'est également que les résultats de ces recherches puissent être utilisés au niveau de la décision en santé publique. Et là, encore un petit clin d'œil à nos amis de la DGS, même si on sait bien qu'en France, on a peut-être des spécificités qui font que ces choses ne sont pas forcément très faciles. Un autre aspect que je voulais évoquer, c'est la très bonne collaboration entre les différents financeurs de cet appel à projet et qui s'est encore renforcée à mon sens dans ces dernières années, en particulier au niveau de la conception de l'appel à projet. Et je pense que vous l'avez tous vu au travers de ce qui a été présenté, et également au travers de l'évaluation et du financement des projets. On arrive, je trouve, depuis ces dernières années, à un niveau d'accord qui est extrêmement intéressant, compte tenu du fait que chaque financeur, et je vais y revenir côté INSERM, chaque financeur a peut-être ses centres d'intérêt. Alors justement, nous, au niveau de l'INSERM, on est un organisme de recherche, on n'a pas forcément sur l'axe recherche interventionnelle et prévention, on n'a pas forcément de préférence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le critère le plus important pour nous, c'est de toute façon l'expertise, l'excellence scientifique. Évidemment, les aspects de pluridisciplinarité sont extrêmement importants pour nous. Et ce qu'on essaye de faire, au cas où il y a des problèmes justement de financement sur certains projets qui ont été jugés excellents, c'est de pouvoir apporter le complément qui fasse que l'ensemble des projets jugés excellents puissent être financés. Je reviens également, peut-être pour terminer, ce sera une allocution assez brève, sur ce qui a été mentionné, c'est-à-dire ce fameux programme collaboratif de recherche en santé, donc qui vient d'un abondement des tutelles de l'INSERM, qui sont le ministère principalement pour cet abondement du ministère de la Santé, et l'autre tutelle, c'est le ministère de la Recherche, et qui nous a permis de créer ce programme qui comprend différentes actions. Donc, une des actions, c'est justement de pouvoir soutenir les projets de recherche interventionnelle en santé des populations dans le cadre de l'appel à projet CIP. Ce que je peux vous annoncer, c'est que la participation, via les modalités qui ont été décrites tout à l'heure, donc à des projets collaboratifs avec des offreurs de soins, l'ensemble du budget qu'on pourra allouer sera au minimum de 1 million d'euros, et voire plus, évidemment, s'il y a des projets qui le méritent.
sont suffisamment excellents. Peut-être une des autres actions que je peux mentionner, parce que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est l'appel à projet Messidor, qui vient d'être clos, donc qui lui, a eu une édition cette année. Voilà, je ne vais pas parler plus longuement. Je sais que vous êtes ici principalement pour comprendre comment vous allez pouvoir candidater et quelle va être la forme de vos projets. Je veux encore remercier l'IRESP qui fait un travail formidable, l'ensemble de ses collaborateurs, aussi bien justement dans ces tâches de financement que ce qui vous a été décrit dans ces tâches d'animation de la communauté sur les thématiques qui recouvrent. Donc un grand bravo et un grand merci à l'IRESP. Et puis maintenant, je vous souhaite bon travail, de ficeler de magnifiques projets. On sera vraiment, tous les financeurs rassemblés, absolument ravis de pouvoir financer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Je vais passer maintenant à la parole à Frédéric Bousquet, chargé de mission auprès du directeur de la stratégie des études et des statistiques à la CNAM. Merci beaucoup, Alice. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce lancement. Et comme l'a dit Marion tout à l'heure, la CNAM est un vieux partenaire de l'IRESP, puisqu'on y participe depuis le début. Et j'ai compris d'après ce qu'elle disait, et je vois que quand on avance en âge, on devient tout de suite une chose historique dans ce partenariat. La CNAM est peut-être un partenaire parmi les financeurs. La CNAM est peut-être l'un des partenaires un peu spécifiques vis-à-vis de la recherche, puisque la CNAM, elle n'a pas vocation à faire, à proprement dire, de la recherche. Et ça, il faut quand même le nuancer aujourd'hui par le fait qu'on a plusieurs de nos départements qui tendent à publier de plus en plus de travaux dans des revues scientifiques. Je pense notamment à tout le département qui travaille avec l'Agence du médicament et qui travaille essentiellement sur les données SNDS pour faire des études en pharmacoépidémio, mais aussi beaucoup le département qui fait des études sur la santé des populations et qui, pour ceux qui connaissent le SNDS, est à l'origine de la cartographie. Et de plus en plus, on a des travaux qui sont publiés dans les meilleures revues scientifiques médicales. La CNAM n'a pas non plus, autre spécificité, elle n'a pas non plus comme mission directe de financer de la recherche. Et pourtant, on le fait, du coup, à travers le CPC, à travers le soutien à l'IRDES aussi, ou le soutien à l'Observatoire européen des systèmes de santé, des systèmes et des politiques de santé. Mais la CNAM, ce qui est très clair, c'est que la CNAM, elle a besoin de recherche, elle a besoin que des travaux soient faits, évidemment avec le regard spécifique d'un financeur institutionnel qui fait partie des régulateurs du système de santé. Et là, le regard, l'attente de la CNAM, et je pense aussi comme du ministère, c'est évidemment d'avoir un regard sur la recherche comme un apport d'éléments d'aide à la décision dans l'élaboration des politiques publiques. Et pour ça, je pense qu'elle a un regard qui est très tourné à la fois vers la connaissance et la compréhension du système de santé, de ce qui s'y passe, de la façon dont le système s'organise. Elle a un regard évidemment très, très focalisé sur l'évaluation. Et puis, elle a un besoin aussi en termes d'anticipation des transformations qui sont à l'œuvre ou qui vont se développer. Et là, comme exemple, par exemple, les effets de l'introduction du numérique dans le soin qui vont être une grande question à anticiper pour élaborer les futures politiques de santé.
besoin très corollaire du coup avec ces éléments-là, c'est que la CNAM du coup a besoin de recherche sur les services de santé. Et le grand constat qu'on porte depuis des années, sur lequel on travaille avec l'IRESP, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, on manque d'équipes qui auraient une taille suffisamment importante et qui auraient une capacité pluridisciplinaire aussi suffisamment développée pour mener des recherches sur les services de santé suffisamment variées, avec de grandes capacités de toucher à de nombreux sujets et dans de nombreux secteurs. Et ça, je crois que c'est l'un des points fondamentaux qui fait que la CNAM participe à ces appels à projets de l'IRESP depuis longtemps, et que c'est un thème qu'on continue à vouloir travailler avec toute l'équipe de l'IRESP, que je remercie ici. Plus particulièrement, donc, vous aurez compris que la CNAM soutient l'axe 2 de l'appel à projet, puisqu'elle est vraiment dans une attente au niveau de plusieurs points. L'idée, c'est qu'on attend beaucoup d'avoir des observations, des analyses sur toutes les mesures, interventions qui sont développées depuis des années sur pour favoriser les prises en charge à la fois pluripro, sur la structure des équipes pluriprofessionnelles qui est extrêmement différente d'un endroit à l'autre, et la manière dont se mettent en place dans leur contexte local, sur les modalités de coopération, de coordination qui se mettent en place, sur les évolutions des fonctions, des rôles, des nouveaux métiers. Et la façon surtout dont tout ça, tous ces éléments-là s'intègrent dans le système de soins tel qu'il est aujourd'hui, et comment ça l'appelle à se transformer, ça le chamboule par mois, ça crée des ruptures avec ce qu'il existe. Voilà un peu le champ qu'on veut essayer de couvrir. Il y a évidemment, je termine très vite, de fortes porosités avec l'axe 1, puisqu'on a aussi développé pas mal de mesures qui visent à développer la prévention, que ce soit la prévention primaire ou la prévention secondaire, dans le cadre des structures de soins qui existent, et voir comment, là, justement, aussi, elles peuvent se développer et de quoi elles ont besoin pour se développer. Et on travaille, pour conclure, on travaille aussi avec l'IRESP sur une réflexion sur la façon d'associer la recherche à ce qu'on appelle l'article 51. L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, c'est un élément de la loi qui promeut les expérimentations, qui vise à mettre en place des innovations organisationnelles associées à de nouveaux modes de rémunération. C'est un champ expérimental aujourd'hui très riche, puisqu'on est à plus de 120 expérimentations qui ont démarré aujourd'hui, qui sont autorisées, qui ont démarré aujourd'hui. Et du coup, c'est un champ d'observation pour la recherche qui est, à mon avis, unique, qui n'a encore jamais existé en France pour la recherche sur les services de santé. Et donc, on travaille avec l'IRESP pour voir comment on pourrait intégrer l'an prochain des éléments dans l'appel à projet qui concerneraient certaines des expérimentations ou certaines thématiques qui sont dans ces projets. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, merci à toute l'équipe de l'IRESP qui anime ces lettres. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais passer maintenant la main au ministère de la Santé. Arnaud Sella, chargé de mission Santé publique à la mission Stratégie et Recherche, à Julien Morin, conseiller expert Santé publique à la mission ministérielle de prévention des infections et d'antibiorésistance. Merci beaucoup de nous présenter nos attentes au sein de ce webinaire. Je commencerai par décrire un peu les attentes de la DGS, et je passerai après la parole à Julien qui vous exposera les attentes pour la mission de prévention de l'antibiorésistance et les infections associées aux soins.
Alors, pour la première fois, vous savez, la prévention elle a été mise à l'honneur dans les questions de santé au ministère, notamment, grâce au changement de nom du ministère qui s'appelle maintenant, comme vous le savez tous, le ministère de la Santé et de la Prévention. Ce qui pourrait laisser penser que l'ensemble des travaux menés en prévention et promotion de la santé devraient donc être valorisés, et notamment la recherche en santé publique, qui est plus que jamais indispensable pour faire face aux défis sanitaires et environnementaux actuels et futurs, notamment grâce à son expertise à apporter en soutien aux décideurs politiques. Et c'est là vraiment que les besoins de la DGS se posent, donc dans l'éclairage des politiques publiques, de la prise de décision et de la mise en œuvre des politiques de santé publique, car celle-ci, elle doit vraiment pouvoir s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles en la matière. C'est que la DGS se réjouit de participer à cet appel à projet, et avant tout aussi de l'amélioration de sa visibilité auprès des acteurs de santé publique année après année, et notamment au sein de la DGS, où on voit une implication de plus en plus importante des différentes sous-directions vis-à-vis des différentes thématiques de recherche abordées dans cet appel à projet. Plus concrètement, en termes d'attente, en termes de projets, sur la forme des projets, on va reprendre un peu ce qui a été dit dans le cahier des charges. On sera très attentif aux propositions de recherche de collaboration pluridisciplinaire ou participatif. Et plus sur le fond, la DGRS s'intéressera aux projets de recherche interventionnelle, entrant notamment de CTRP. On attend des projets traitant des thématiques de prévention et de promotion de la santé en lien avec la stratégie nationale de santé 2018-2022, avec le plan national de santé publique priorité prévention, et ainsi que les déclinaisons thématiques de ceux-ci, avec notamment des projets portant sur l'étude des environnements favorables à la santé et des inégalités de santé en amont du soin, ou notamment des la santé mentale, avec une attention particulière avec les populations les plus vulnérables. Ces projets devant s'inscrire au mieux dans les objectifs de la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui date de 2018. On sera aussi attentif aux projets de recherche sur les thématiques d'alimentation et d'activité physique, des projets qui concourront avec les objectifs du plan national santé 4, 2019-2023, notamment avec les 2 premiers axes qui traitent de l'amélioration de l'environnement alimentaire et physique pour le rendre plus favorable à la santé, et l'encouragement des comportements favorables à la santé. Pour finir, la DGS portera en fait une attention au bilan des travaux du Conseil national de la refondation santé et bien vieillir qui sont en cours, qui actualiseront sans doute certains de nos objectifs en prévention et promotion de la santé. Et Julien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Arnaud. Alors moi du coup je passe sur un aspect un peu plus thématique qui est celui de l'antibiorésistance, et je me joins aux remerciements, alors ceux d'Arnaud et ceux de tout le monde aussi pour l'intégration à cet appel à projet, à ce beau projet donc de notre thématique. Merci à l'IRESP. Donc enjeu majeur de santé publique, c'est ce qui est souligné ici, et c'est vrai que l'épidémiologie nous le rappelle, à l'échelle mondiale, l'antibiorésistance c'est 1,3 million de morts, donc c'est le fardeau combiné VIH-Sida, paludisme et tuberculose. C'est pour ça qu'on le qualifie souvent de pandémie silencieuse, et même en France, on est à 5500 décès en 2015 et 125 000 cas d'infections bactériennes résistantes par an, ce qui se traduit aussi par beaucoup de comorbidités. Et je le cite ici parce que c'est très en lien aussi avec ce qu'on va voir ensuite. Donc ça s'inscrit dans cet axe 3 de la APCIP, et le cadre global, effectivement, est tout en cohérence, et ça a été souligné aussi dans les propos, à quel point ça s'articule avec d'autres programmes de recherche qui peuvent aussi traiter d'antibiorésistance. Mais nous, le cadre dans lequel cette intégration se place, c'est évidemment la stratégie nationale qui a été publiée en février, qui porte sur prévention des infections et d'antibiorésistance en santé humaine, et en complémentarité du coup avec le grand programme prioritaire de recherche antibiorésistance, qui lui est une seule santé, donc santé humaine, santé animale et santé environnementale, alors qu'ici on va se concentrer seulement sur la partie santé humaine. Et pour toutes ces éléments un peu qui soulignent l'importance de la thématique, je voulais remercier aussi l'IRES pour son numéro dédié à l'antibiorésistance qui a été cité par Alice, et qui fait aussi le plus grand bien en termes de communication. Et ce que j'oublie de mentionner aussi en lien avec les propos d'Arnaud, c'est que l'antibiorésistance fait partie de la stratégie nationale de santé et du plan national de santé publique 2018-2022. Donc là, on est assez cohérent sur les priorités.
Après, sur les 2 axes que nous, on voit, et du coup, les priorités qu'on voit côté mission ministérielle de prévention des infections et de l'antibiorésistance, c'est ceux qui sont indiqués juste ici et qui, finalement, sont un petit peu des déclinaisons très thématiques de ce qu'on a vu dans les 2 axes précédents, en tout cas, surtout l'axe 1. Donc, recherche assez centrée sur les déterminants pratiques et usages, avec un focus sur soins primaires et EHPAD, parce que c'est là que sont, en tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, les plus gros besoins. Donc, en mobilisant, quand c'est pertinent, les sciences humaines et sociales, en ayant une approche aussi donnée, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses qui pourraient peut-être être mobilisées différemment, ou en tout cas permettre de nourrir justement les politiques publiques. Et le côté étude interventionnelle, avec cette fois les 2 axes de notre stratégie, le bon usage des antibiotiques, avec en focus secteur soins primaires et EHPAD, comme au-dessus, en lien avec la ville, parce que là encore, le secteur ville en termes d'usage des antibiotiques est celui à cibler, en tout cas en priorité. Et sur la partie prévention et contrôle des infections associées aux soins, là, pour le coup, on élargit aux 3 secteurs, en sachant en petit commentaire que là, on a choisi de se concentrer sur la prévention des infections associées aux soins, mais que la stratégie qu'on pilote à la mission couvre aussi les infections communautaires. Mais là, c'est vrai que en termes de critères d'éligibilité, on souhaitait se concentrer sur les IAS, qui participent beaucoup au fardeau et du coup au burden AMR. Et en termes, pour être rapide et finir rapidement, en termes de critères, c'est un petit peu les mêmes que ceux qui ont été évoqués par Arnaud juste avant. L'approche intersectorielle et pluriprofessionnelle nous importe beaucoup, et aussi ce qui a été rappelé en propos introductif sur les inégalités sociales de santé, ça résonne beaucoup avec notre thématique, et du coup, ça fait partie des priorités pour nous, en tout cas des facteurs intéressants. Voilà pour la partie mission antibio. Qui permet de préciser vos priorités. Alors, maintenant, je pense qu'on va passer à la partie questions-réponses. Et je remercie les personnes qui ont posé des questions dans le Q&A. Je vais maintenant y répondre avec l'aide de ma collègue Marion. La première question qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui est en lien avec les recherches cliniques. Je me suis perdue. Donc, est-ce que toutes les recherches cliniques sont a priori éligibles à un programme hospitalier du ministère? Est-ce que cela veut dire que toutes les recherches cliniques sont exclues d'office? Alors, c'est une question qui n'est pas simple, mais en tout cas, alors déjà, sur le principe et la philosophie de l'appel, ce n'est pas de soutenir des recherches cliniques. Après, on a toujours des cas qui sont un peu à la frontière, qui rentrent dans ce que la loi peut appeler recherche clinique, mais qui peuvent être aussi considérés comme des recherches interventionnelles en prévention, par exemple. Donc, il n'y a pas de réponse totalement franche. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que tout ce qui est centré sur les soins, les solutions thérapeutiques, les dispositifs médicaux, etc., ne seront pas financés, et le recouvrement avec les programmes financés par la DGOS est trop fort, et donc c'est des projets qu'on renverra vers la DGOS. En tout cas, on vous dira qu'ils ne sont pas éligibles chez nous, et on vous invitera à les déposer dans les appels à projets de la DGOS. Après, sur ce qui va concerner les organisations, les métiers, les aspects formation des professionnels, peuvent être éligibles, notamment dans le cadre de l'axe 2, en particulier si on dépasse le cadre hospitalier. Donc, on est là, nous, dans une logique vraiment plus territoriale, de parcours aussi ville-hôpital, de transition entre la ville-hôpital, d'organisation dans les territoires avec les différentes organisations présentes. Donc là-dessus, voilà, il peut y avoir plus de discussions, mais là, généralement, voilà, ce qui est trop hospitalier ou soins est exclu. Également, peut-être donner un indicateur sur l'importance d'équipes académiques, des projets qui seraient uniquement portés par des équipes hospitalières, par exemple. C'est pareil, on renverra vers les appels de la DGOS. Donc, voilà, qu'il y ait une place importante et une plus-value forte des équipes académiques dans le projet, associée avec d'autres, bien sûr, mais c'est aussi un des critères, puisque des équipes académiques ne peuvent pas déposer comme porteurs dans les autres appels que je mentionnais. Merci Marion.
Du coup, un peu en lien avec cette première question, est-ce qu'on pourrait revenir sur la définition des offreurs de soins? La question, c'est est-ce que les diététiciennes en font partie? Donc, c'est vrai qu'à l'oral, j'ai mentionné que les offreurs de soins correspondaient aux professions médicales et pharmaceutiques, aux auxiliaires médicaux, aux établissements de santé, réseaux et santé pluridisciplinaires, structures de prévention. Est-ce que, Marion, tu pourrais préciser? Alors là, par exemple, les diététiciennes, finalement, alors déjà, ça va dépendre si elles sont dans un réseau de santé pluriprofessionnelle, dans une structure de prévention. Il y a aussi tout un ensemble de critères d'éligibilité qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais sur l'éligibilité administrative aussi des structures, parce qu'on doit s'assurer que les organismes gestionnaires à qui on verse de l'argent sont éligibles. Donc là, on ne va pas pouvoir donner de l'argent à une diététicienne en dehors d'une structure particulière ou rattachée à un organisme gestionnaire éligible dans l'appel. Donc ça, c'est un premier point sur l'aspect administratif. Après, en tant que ça peut être tout à fait considéré comme offreur de soins. C'est pas du tout exclu a priori, mais là, il y aurait besoin d'un peu plus de détails sur voilà, dans quel contexte et avec quelle structure. Ok, et donc encore sur cette question d'offreurs de soins, est-ce qu'on peut considérer que les personnels de santé de l'éducation nationale en font partie? Oui, tout à fait. Parfait. Autre question que j'ai ici, c'est nous travaillons sur les addictions, mais qui n'entrent pas dans le cadre du programme de fonds de lutte contre les addictions, ciblé sur les substances et non pas sur les jeux d'argent. Et, la personne demande si l'équipe est éligible. Alors non, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur l'appel addiction, en lien avec l'élargissement du périmètre d'action du Fonds de lutte contre les addictions, tout ce qui va être addiction sans substance, et donc au jeu d'argent et de hasard notamment, va être éligible dans le cadre des appels addiction. Donc je vous invite à bien regarder l'appel là, qui va sortir d'ici un mois sur le sujet, et là, le projet sera éligible dans ce cadre-là. Très bien. Donc, oui, n'hésitez pas vraiment à consulter régulièrement le site de l'IRESP. On a aussi une page LinkedIn sur laquelle on met pas mal d'informations et qu'on tient à jour dès la publication des appels. C'est communiqué sur la page LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre mensuelle. Voilà. Une question, est-ce qu'un projet qui est en cours mais qui a besoin de financement, d'un soutien financier est éligible à l'appel? Alors là, une règle importante, c'est qu'on ne peut pas financer quelque chose qui est financé par ailleurs, qu'il n'y ait pas de financement sur la même action, ça vous pourrez le comprendre aisément. Donc, dans le cas où il y a un projet pour lequel vous n'avez pas pu réaliser tout ce qui était prévu initialement, ou alors qui a donné lieu à un certain nombre d'évolutions et des nouvelles questions qui se poseraient, ou des extensions du projet, là, pourquoi pas, mais il va falloir bien montrer à la fois en quoi ça s'appuie sur un projet existant déjà financé qui va donner plus de crédibilité peut-être à la nouvelle proposition que vous faites, et montrer aussi le caractère original et différent de ce que vous proposez. Voilà, parce que les discussions qu'il va y avoir à la fois pour l'éligibilité puis avec le comité, c'est bon, attendez, ça, finalement, c'était déjà dans le projet initial qui a été financé, donc pourquoi ils nous redemandent donc il faut que les choses soient très claires et qu'on voit la plus-value que ça va apporter, et que c'est qu'on est sur quelque chose de nouveau. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ça répond partiellement à la question suivante qui est: pouvez-vous préciser les modalités de cofinancement? Un cofinancement est-il obligatoire? Si oui, à quel moment? Il n'y a pas du tout de cofinancement obligatoire.
il y a plusieurs cas de figure. Après, il y a des cofinancements, dont une partie que vous avez déjà pu obtenir. Donc, bien l'indiquer dans le dossier et bien faire une demande qui soit complémentaire et qui n'ait pas de recouvrement, bien sûr. Il y a des cofinancements où les deux demandes peuvent être faites en même temps. Et là, de la même manière, soit être vraiment dans une logique de complémentarité, soit si vous demandez pour la même chose 2 fois le financement, également l'indiquer. Et dès que si un des financements est obtenu, nous informer rapidement pour, par exemple, qu'on ne fasse pas évaluer et travailler des experts pour un projet qui finalement a déjà été financé par ailleurs. Et de la même manière, si on vous finance et que vous avez en parallèle une autre demande, voilà, bien informer les autres. Mais il n'y a pas du tout d'obligation à ce niveau-là. Merci. Une recherche évaluant les effets sur des bébés à risque d'une intervention pluriprofessionnelle en amont d'éventuels troubles du neurodéveloppement peut-elle répondre à cet appel? C'est peut-être une question un peu spécifique. Alors, on a peut-être besoin de plus d'éléments et bien sûr, sous réserve aussi d'évaluation ensuite du dossier. Mais peut-être là, la première action, ça serait de se dire, oui, si on est dans le cadre de la prévention, d'une prévention, pourquoi pas, mais dans la mesure où on n'est pas sur les 4 axes prioritaires, on serait dans le champ général de la prévention, il faut qu'il y ait le critère association d'équipes académiques et d'offreurs de soins pour que ce soit éligible dans l'axe 1. Tout à fait. Plus sur l'axe 2, est-ce qu'une structuration nouvelle d'un service au sein d'un CHU est éligible, sachant qu'un CHU non cité dans les exemples? Alors, structuration nouvelle dans un CHU. Ce que je disais tout à l'heure, là, je vous invite à regarder le PREPS, parce qu'on va être plutôt dans une logique de financer des choses qui dépassent uniquement le cadre de l'hôpital, même si c'est pas inéligible, mais ça ne sera pas la priorité de notre appel et de l'axe 2. Question, est-ce que le fait qu'une unité SHS soit rattachée à l'Institut du cancer peut poser problème, même si le projet n'est pas directement lié au cancer? Non, aucun souci. Est-ce qu'un projet visant à évaluer les déterminants environnementaux, nutrition, pollution, des complications des complications d'organes associées à une maladie rare relève-t-elle de cet appel ou du PHRC? Ça, pareil, il faudrait avoir plus de détails. C'est des questions un peu spécifiques. J'ai une autre question sur les types de structures éligibles à l'appel. Association, SAS. Est-ce qu'une structure type consortium universitaire est éligible? Peut-être juste pour la question d'avant, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une logique de préparation d'une intervention ou d'intervention, mais plus sur la logique de compréhension de déterminants. Faudrait effectivement voir plus en détail, mais comme ça ne semble pas évident que ça s'inscrive dans notre appel. Peut-être des questions plus générales. Est-ce que l'étranger exclut-il d'office les collectivités d'outre-mer? Non, pas du tout. Et je vois qu'il y a plusieurs questions sur le financement d'équipes étrangères. Je vais peut-être faire un ensemble. Et non, les équipes outre-mer peuvent tout à fait déposer et être financées. Et on sait aussi les enjeux particuliers de santé publique qui existent dans ces territoires. Donc, ça serait même... voilà, il y aura une priorité aussi qui peut éventuellement être donnée en fonction du sujet abordé, bien sûr, mais à des projets qui concerneraient l'outre-mer. Après, sur ce qui est équipe étrangère, elles peuvent tout à fait participer en tant qu'équipe partenaire. Par contre, on ne peut pas les financer.
Alors, c'est quelque chose qu'on discute actuellement avec les membres pour voir les possibilités, l'opportunité de pouvoir les financer dans une certaine mesure et les possibilités qu'il y a, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Après, alors il y avait une question qui était est-ce que ça porte préjudice à la sélection du projet? Non, ça peut même être le contraire. Donc, ça peut être des équipes qui justement apportent des compétences nouvelles, s'inscrivent dans un contexte international. Il peut y avoir plein d'avantages et on les évaluera aussi. Par contre, on a cette limite de ne pas pouvoir les financer. Donc, soit il faut qu'elles aient un financement par ailleurs ou que ce soit sur des tâches voilà, sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin de financement supplémentaire. Oui. Très bien, merci beaucoup Marion. Pour les autres questions, je pense que maintenant on va passer à la dernière partie. Si tu es d'accord toi aussi Marion? Oui, très bien. Oui. Et pour les dernières questions, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas donc à nous écrire sur l'adresse mail générique de l'appel à projet que vous trouverez dans le chat général et sur le site de l'IRESP, aap-sp.iresp.fr. On tâchera de répondre à tous vos questionnements. En amont, je vous invite, avant de poser les questions, à bien lire le texte et puis à trouver les réponses dans le guide du candidat, notamment sur les structures éligibles aux associations. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Diane Tassi, qui est chargée de mission innovation en recherche clinique au ministère de la Santé et de la Prévention, qui va nous présenter le partenariat Transforming Health and Care Systems. Bonjour Diane. Tout d'abord, je voulais remercier l'IRESP de me permettre de profiter de ce webinaire pour vous dire quelques mots donc, sur le partenariat européen sur lequel nous travaillons actuellement et qui donc devrait être lancé prochainement. Donc, c'est le partenariat européen sur la transformation des systèmes de santé et de soins. C'est un partenariat qui a été monté donc, dans le cadre d'Horizon Europe. Horizon Europe étant le programme européen donc, pour la recherche et l'innovation. Et donc, dans ce cadre, la Commission européenne a souhaité qu'un consortium se place sur cette thématique pour un partenariat donc, qui se déroulera donc, entre 2023 et 2030, donc sur 7 ans. Et actuellement, il y a plus de 60 partenaires de plus de 25 pays qui font partie de ce consortium. En termes d'avancement, le partenariat est en cours de finalisation et de signature donc, au sein du consortium et avec la Commission européenne. Donc, je vais vous faire une présentation, on va dire, assez générale de l'ambition de ce projet et d'autres communications viendront par la suite pour vous donner plus de détails. Et en termes de commission financière à ce projet, elle va participer à hauteur de 30% du budget du partenariat. Donc, de manière générale... Oui. Juste, oui. On ne voit que la première slide de ton diapo. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ouais. Non, ce n'est pas normal. Oui, Ah voilà, ça y est, là, on voit objectif. Ok. Ici, je le fais comme ça, vous le voyez. Parfait, ouais, c'est bon. Voilà, rester sous ce mode de présentation. Désolée pour ce... Vous ne voyez pas. Donc, en termes d'objectif général du partenariat, son but, c'est de contribuer à la transition vers des systèmes de santé et de soins qui soient plus durables, plus résistants, de meilleure qualité, avec les personnes au cœur de ce système, et pour cela, de s'appuyer sur des activités de recherche et d'innovation. Cette ambition générale, elle a été déclinée en 5 sous-objectifs. Le premier, qui est, on va dire, le cœur du partenariat, c'est d'augmenter les financements et de renforcer la communauté de recherche et d'innovation. Mais on a également un objectif de combler le manque de connaissances, d'accroître la capacité à mettre en œuvre les innovations,
d'intensifier les collaborations entre les pays et les régions et d'augmenter l'implication des parties prenantes et le renforcement des capacités. C'est ce que souhaite faire le partenariat au cours de ces 7 ans. En termes d'actions qui vont être menées et donc qui sont attendues, outre le fait d'avoir une mise en place d'une structure de gestion et d'une gouvernance de ce partenariat, on a une action, on va dire, récurrente qui va être d'identifier les besoins en recherche et innovation, de faire émerger les priorités communes de manière annuelle. On a un deuxième axe de travail sur comment faire en sorte que la recherche et les politiques se parlent, comment on peut transférer les connaissances de la recherche aux politiques pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs décisions. Le cœur du partenariat va quand même être de lancer des appels à projets transnationaux, donc de recherche et d'innovation sur les priorités communes qui seront définies. Va être lancé très rapidement. Il devrait être lancé dès le début du partenariat. C'est pour ça qu'on voulait commencer à communiquer sur le sujet, même si malheureusement, actuellement, je ne peux pas vous donner plus d'éléments précis sur cet appel. Mais voilà, le premier appel devrait être lancé début 2023. Et donc, dans les autres, on va avoir des actions de renforcement des écosystèmes, renforcement des capacités et des actions pour établir des relations stratégiques avec d'autres initiatives qui peuvent être lancées au niveau européen pour que notre partenariat se situe, soit pas isolé, mais travaille en concertation avec les autres actions déjà menées. En termes de participation donc dans le partenariat, j'ai dit qu'il y avait 60 partenaires. Au total, donc il y a 2 partenaires français et une entité partenaires étant le ministère de la Santé et de la Prévention et l'Agence nationale de la recherche, et l'entité associée étant l'INSERM. Les partenaires se sont engagés financièrement sur un montant de plus de 45 millions d'euros donc sur les 7 ans, donc plus de 40 millions qui seront destinés à financer les équipes de recherche françaises dans des appels à projets transnationaux qui seront lancés. Donc, voilà, ma présentation va s'arrêter là. C'est une présentation assez générique, mais voilà, il nous paraissait important de vous informer de l'existence de ce partenariat à venir et du fait que des calls transnationaux vont être lancés pour que vous puissiez vous mobiliser sur ces questions-là. Je vous remercie beaucoup. Merci Diane pour votre intervention. Est-ce que il y a des questions dans l'audience concernant ce partenariat? Je n'en ai pas vu dans le Q&A. Peut-être juste une petite réaction de ma part pour attirer l'attention sur la modalité qu'Alice vous avait présentée sur la mise en place d'un projet européen. Alors, en termes de temporalité, on est bien conscient que c'est pas que l'aide apportée via notre appel à projet ne pourra pas permettre de déposer des projets à l'appel 2023 de ce partenariat européen. Néanmoins, comme l'a dit Diane, a priori, il y aurait des appels lancés sur plusieurs années. Et donc, ça peut être aussi une manière de préparer un projet d'envergure avec d'autres acteurs. Ça peut être une première pierre apporter et un soutien financier pour vous aider au montage, à la coordination, à l'établissement du partenariat avec d'autres équipes. Merci Marion pour ces précisions. Très bien. Eh bien, si nous n'avons pas de questions, en tout cas maintenant à chaud, n'hésitez pas encore une fois donc, à nous en transmettre par écrit et puis on tâchera d'y répondre. Diane, je vous remercie encore pour votre participation. Maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de prendre une petite pause et puis vers 15h30 ou dès maintenant, si vous souhaitez, je vais vous présenter la seconde partie du webinaire
qui est le temps d'échange entre participants. Donc, quand on aura terminé la présentation, vous serez dispatché sur une plateforme virtuelle. J'essaye d'être assez concrète pour ne pas vous faire peur, mais donc vous aurez à disposition 3 étages. Ce sera vraiment comme si on était sur un lieu. Imaginez-vous que vous êtes dans un lieu qui a 3 étages. Chaque étage correspond à un axe de l'appel. Donc étage 1, c'est l'axe 1, étage 2, axe 2, étage 3, axe 3. Et au sein de chaque étage, vous verrez plusieurs tables, surtout au niveau de l'axe 1 et de l'axe 2, de l'axe 3 aussi. Et des tables auront des thématiques différentes. Donc sur l'axe 1, il y aura plusieurs tables sur des thématiques de l'environnement favorable à la santé, des tables sur le sommeil, etc. Il n'y a pas d'animation au sein des tables. Vraiment, quand on a renommé les tables, c'était pour que vous puissiez vous orienter sur cette plateforme virtuelle. Donc, l'idée, c'est de prendre un café, de se mettre à une table sur le sujet qui vous intéresse et de rencontrer des personnes, chercheurs, non-chercheurs, et de faire émerger peut-être des projets de recherche, d'échanger sur vos intérêts, sur vos attentes, sur des partenariats possibles. Et bien sûr, donc vous pouvez circuler librement dans toute l'interface. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi cette plateforme. Ce que je vous propose de faire, c'est que toutes les 20 minutes à peu près, vous changiez de table, par exemple. Moi, ce que je peux faire, c'est que toutes les 15 minutes, je vous invite peut-être à conclure sur vos échanges et 5 minutes plus tard, vous irez voir peut-être vous rendre à une nota pour rencontrer d'autres personnes. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à échanger vos coordonnées si vous souhaitez, bien sûr. Et puis, on compte sur vous pour favoriser de nouvelles formes de collaboration. Voilà, on vous remercie encore pour votre participation. On remercie la participation des financeurs de l'appel à avoir pris la parole, à nous présenter leurs priorités. Je remercie aussi Marion pour ton aide et n'hésitez pas donc à nous écrire sur notre adresse aap-sp.iresp@inserm.fr et nous, on sera présent aussi dans l'interface, donc n'hésitez pas à nous chercher si vous avez encore des questions sur l'appel. Voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblerait la plateforme. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur des tables, cliquer sur joindre la table et puis voilà, on changera à peu près toutes les 20 minutes. Marion, je te laisse conclure cette plénière. Peut-être juste aussi pour dire aux membres de l'IRESP aussi qui financent l'appel, n'hésitez pas aussi à aller sur l'étape qui vous intéresse. Ça peut être l'occasion, voilà, peut-être aussi de répondre à des questions des participants de manière un peu plus interactive qu'avec les questions du chat où j'ai pris la main. Et puis, je vous souhaite à tous des bonnes discussions. Et puis, j'ai hâte de voir les projets qui vont sortir de tout ça. Et puis, soyez aussi indulgents. C'est la première fois qu'on teste cet outil. Voilà, on a envie d'essayer de vous faire échanger, de faire naître des collaborations, mais c'est pas toujours évident. Donc, on teste ça en virtuel. On fera aussi un retour d'expérience après pour savoir si on a atteint une partie des objectifs au moins ou pas. Et je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être à tout de suite. Moi, je vais aussi me balader un peu dans l'espace pour découvrir tout ça. Merci à tous. À tout de suite.